La guerre en Ukraine est un moment de transition. L'architecture de sécurité dans la région et dans le monde entier évolue rapidement. Et divers acteurs internationaux tentent de tourner cette situation à leur avantage, y compris la Pologne. Varsovie met en œuvre un programme de renforcement militaire sans précédent d'une valeur de plus de 130 milliards de dollars. Le coût cible de ce programme pourrait être 3 fois plus élevé. Il ne fait aucun doute qu'une grande partie de cette initiative est motivée par l'impérialisme russe. Mais le projet a également une double finalité. Une grande armée et une coopération étroite avec la République de Corée pourraient être le plan le plus large de Varsovie pour former un nouveau bloc d'États au centre de l'Europe, en essayant d'échapper à son statut de semi-périphérie par rapport à l'Occident. Comment la Pologne souhaite-t-elle y parvenir? Bienvenue dans les rapports des années 20. De quoi s'agit-il? Commençons par les chiffres. Le gouvernement de Varsovie est en train de mettre en œuvre plus de 20 programmes d'acquisition importants pour les forces armées polonaises. La plupart d'entre eux sont issus du plan de modernisation technique, un document définissant la modernisation de l'armée polonaise entre 2017 et 2026. Néanmoins, la grande majorité des commandes ont été annoncées au cours des derniers mois seulement. Ces programmes sont à différents stades d'avancement, mais le ministère polonais de la Défense déclare son intention de les acquérir tous. La liste couvre l'ensemble des systèmes de pointe nécessaires sur le champ de bataille moderne. En ce qui concerne les avions, la liste comprend les meilleurs avions multirôles du monde, le F-35 américain ou le FA-50 coréen, conçus pour remplacer les MiG-29 soviétiques. Ces appareils seront soutenus par les F-16 déjà présents en Pologne. La base d'hélicoptères sera renforcée par près d'une centaine d'Apache AH-64 américains et plus de 50 appareils du conglomérat italo-britannique AgustaWestland, plus des drones, Bayraktar, Reaper, Gladius ou Warmate. En observant l'évolution de la situation en Ukraine, Varsovie souhaite également disposer des meilleures forces d'artillerie en Europe. Ce serait certainement le cas après l'acquisition de près de 500 lanceurs de roquettes H-142 HIMARS ou près de 300 K-239 Chunmoo, équivalent coréen des HIMARS. Près de 400 Krab polonais et K9A1 coréens constitueraient le cœur de l'artillerie automotrice. Les chars d'assaut constitueraient toutefois le fer de lance des forces terrestres. Plus de 350 Abrams américains et éventuellement jusqu'à 1000 K2 coréens ou la variante polonaise de ce char, K2PL, soutenu par plus de 1000 véhicules de combat Borsuk et Rosomak. En outre, les Polonais disposent déjà de plus de 200 chars Léopard 2. L'espace aérien sera contrôlé par les systèmes Vistula, Naru et Pilika, basés respectivement sur les Patriots américains, les CAM britanniques et les systèmes polonais Pioruń et Grom. La reconnaissance sera assurée par les satellites français, les AWAC suédois et les drones polonais Fly-Eye. Ce dispositif sera complété par les frégates lance-missiles Mirschnik, construites en consortium avec les Britanniques. Il ne s'agit là que des principales commandes ou acquisitions prévues, qui dépassent déjà les 130 milliards de dollars. Mais ce n'est pas tout. Ces équipements doivent être utilisés et entretenus par une armée de soldats jusqu'à 2 fois plus importante que l'actuelle. La Pologne peut actuellement déployer environ 150 000 soldats, y compris les forces de défense territoriale. D'ici 2035, ce chiffre devrait atteindre 300 000. Maintenant que nous connaissons les résultats, posons-nous la question. Pourquoi? À quoi cela sert-il? Les raisons sont nombreuses. La première est d'ordre historique. La Pologne a payé le prix fort pour sa faiblesse au cours des 300 dernières années. La faiblesse institutionnelle, et par conséquent la faiblesse militaire, a conduit à la perte de l'autodétermination pendant près de 200 ans, avec un bref intermède de liberté dans la période de l'entre-deux-guerres. Elle a conduit des générations entières à vivre sous des partitions de toutes sortes et dans des conditions de servitude aux intérêts d'autres nations. Elle a également entraîné la mort de millions de personnes lors de soulèvements, de déportations et de guerres menées dans l'espoir de recouvrer la liberté et l'autonomie. Au cours de cette période, de nombreuses nations situées entre Berlin et Moscou, et plus à l'est, ont subi le même sort. Cette lutte parfois désespérée a connu une fin heureuse en 1989, lorsque la Pologne est devenue le premier pays du bloc soviétique
à organiser des élections libres et à se remettre sur pied. Une fois de plus. Bien que les Polonais eux-mêmes, et moi, l'auteur de ce texte, je suis l'un d'entre eux, ne se rendent pas souvent compte, les 30 dernières années ont certainement été la meilleure période pour la nation au cours des 400 dernières années. Peut-être même de toute son histoire. Bien que la Pologne n'ait pas été exempte de problèmes, le pays est sorti de la misère pour atteindre une croissance économique qui n'a eu d'égal que celle de la Chine au cours de cette période. L'économie polonaise, ainsi que d'autres économies d'Europe centrale et orientale, est en passe de rattraper l'Europe occidentale. Jusqu'à récemment, des millions de Polonais émigraient à l'Ouest pour occuper les emplois les plus subalternes. Aujourd'hui, c'est la Pologne qui est souvent la destination de l'immigration économique. En d'autres termes, la Pologne avait le temps et la capacité de construire un capital, une opportunité qu'elle n'avait pas eue au cours des derniers siècles. Mais les menaces subsistaient. D'autres pays d'Europe centrale et orientale connaissent une réussite similaire et sont également confrontés à des menaces similaires. Si la première des deux causes principales des tragédies polonaises des derniers siècles, l'impérialisme allemand, a été largement étouffée, la seconde, l'impérialisme russe, est restée dans l'ombre. Cette dernière a donc connu des incarnations successives. Nous avons pu observer les premiers mouvements de l'hydre impérialiste russe, transformés dès 2008, lors de l'invasion de la Géorgie. Dans les années qui ont suivi, les Polonais et le reste de la région ont lancé de vives mises en garde contre les politiques de Moscou, qui, comme tout le monde l'a déjà mentionné, ont été ignorées par l'Occident. Toutefois, les mesures concrètes visant à améliorer les capacités militaires de la Pologne ont été négligées. Les dirigeants polonais semblaient placer tous leurs espoirs dans l'OTAN et l'omnipotence militaire américaine. Bien qu'un degré élevé de confiance dans les capacités d'une alliance soit fondamental pour le fonctionnement de tout collectif, il s'agissait d'une action irresponsable. Compte tenu de la déstabilisation rapide de l'architecture de sécurité en Europe sous l'influence des actions du Kremlin. La défense collective exige un engagement collectif, en particulier de la part d'un pays occupant une telle place dans le monde et possédant une telle expérience historique. En attendant, même l'annexion de la Crimée par la Russie ou les combats dans le Donbass n'ont pas mobilisé les camps dirigeants successifs pour accroître de manière décisive et rapide les capacités de l'armée polonaise. Même si, en cas d'invasion russe et d'activation de l'article 5 de l'OTAN, les Américains et le reste de l'Alliance agissaient immédiatement pour défendre la Pologne, la guerre se poursuivrait sur le territoire polonais pendant les premiers jours, les premières semaines et, selon certains, même les premiers mois. Des milliers de personnes seraient mortes et le pays aurait été ruiné. Il suffit de dire que le 24 février 2022, l'Ukraine disposait d'une armée bien plus puissante que la Pologne et qu'un éventuel raid russe sur Varsovie, à partir de la frontière biélorusse, aurait pu se terminer bien plus mal que l'offensive russe sur Kiev, qui s'est finalement soldée par un échec. Il a fallu l'invasion massive de l'Ukraine par la Russie pour que les décideurs polonais soient ébranlés et que des programmes d'acquisition soient lancés. La plupart des programmes mentionnés au début sont déjà mis en œuvre après le 24 février 2022. Ainsi, bien qu'il y ait de nombreuses raisons d'augmenter massivement le potentiel de l'armée polonaise, nous y reviendrons dans un instant, la raison fondamentale est d'éviter que l'histoire ne se répète. Les partitions de la fin du XVIIIe siècle, ou le carnage que la Seconde Guerre mondiale a provoqué dans cette région, en sont des exemples. Bien que ces arguments soient difficiles à réfuter, et qu'il existe, en principe, un consensus social sur la nécessité de renforcer les forces armées polonaises, la politique et la mise en œuvre du plan de modernisation des forces armées polonaises ont fait l'objet de critiques. La modernisation de l'armée polonaise n'a que trop tardé. Telle est la principale accusation. Au cours des 2 dernières décennies, de nombreux signaux ont indiqué que la question devait être prise au sérieux, mais il a fallu une vraie guerre à la frontière orientale de la Pologne pour forcer Varsovie à agir. La Pologne souhaite augmenter considérablement ses capacités à court terme. Cela place Varsovie en position de faiblesse dans les négociations avec les contractants potentiels et fait grimper les prix. Le prix augmente également en raison de la guerre en Ukraine, qui crée une demande pour toutes sortes de munitions et de technologies militaires, alors que l'offre mondiale est très limitée. La Pologne, qui a en principe une bonne compréhension stratégique, n'a donc pas tenu en compte de ce fait et n'a pas commencé plus tôt la modernisation de ses propres forces. Il en résulte des milliards de dollars de coûts supplémentaires et de longs délais de livraison. Et tout cela avec une Russie agressive à l'Est. L'une des conséquences de ce rythme effréné est le manque de temps pour une analyse multidimensionnelle des besoins des forces armées polonaises.
il est difficile de parler d'une telle analyse lorsque les programmes de plusieurs milliards de dollars sont annoncés l'un après l'autre en l'espace de quelques mois. Par conséquent, certaines décisions d'achat, telles que la décision d'acheter des avions FA-50 ou les plans d'achat de près de 100 hélicoptères américains Apache très coûteux, sont souvent remises en question par des analystes militaires. Le degré de présence industrielle polonaise et de transfert de technologie dans le processus global de modernisation est peut-être encore plus important. Certaines des commandes seront fabriquées en Pologne, dans une certaine mesure, mais le fait d'acheter soudainement des équipements, souvent prêts à l'emploi, a naturellement un impact négatif sur le développement de l'industrie nationale de la défense et crée un exode de capitaux hors du pays. Enfin, la Pologne peut-elle se permettre une armée aussi massive? Les dépenses de 130 milliards de dollars, l'équivalent du PIB national de l'Ukraine, ne représentent que la partie d'achat. Les analystes estiment que les achats ne représentent que 30% des coûts futurs de maintenance et d'entretien. Ainsi, le coût total des programmes d'armement actuels pour les 30 à 40 prochaines années pourrait atteindre un demi-trillion de dollars. Et n'oublions pas qu'il s'agit d'un pays européen de taille moyenne. C'est pourquoi l'annonce faite par Varsovie de porter ses dépenses de défense à 4% voire 5% du PIB, le niveau le plus élevé de l'OTAN, n'est pas seulement une mesure à court terme, mais un engagement pour des décennies. Outre la question financière, certains craignent que la modernisation ne soit pas en mesure de faire face à la démographie polonaise. Avec l'un des taux de natalité les plus bas au monde, l'augmentation du nombre de soldats dans l'armée de 150 000 à 300 000 est pour le moins gênante. Cela dit, la Pologne peut-elle se permettre un tel effort? La meilleure réponse, compte tenu de l'histoire de la Pologne, serait que la Pologne ne peut pas se permettre de ne pas faire cet effort. Mais le processus de mise en œuvre lui-même aurait pu être bien meilleur. Maintenant que nous connaissons la raison principale pour laquelle la Pologne construit l'une des armées les plus puissantes d'Europe, et en laissant de côté les fondamentaux économiques et la mise en œuvre, examinons la structure des partenaires étrangers. En revenant à la vue d'ensemble du début de ce document, nous pouvons rapidement identifier 3 tendances. Premièrement, la domination des anglo-saxons, en particulier des Américains. Deuxièmement, l'absence quasi totale de partenaires européens. Troisièmement, la Corée du Sud. Toutes ces tendances sont liées entre elles. Les Américains sont traditionnellement considérés en Pologne comme les alliés les plus importants, ce qui est historiquement enraciné dans des intérêts similaires sur le vieux continent. Les Américains se sont toujours opposés au rapprochement germano-russe, qui est aussi l'intérêt vital de la Pologne. De plus, parmi les membres de l'OTAN, Washington est de loin le plus apte et le plus motivé à venir en aide à la Pologne en cas d'activation de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. L'Europe occidentale dispose également d'une industrie prête à fournir à Varsovie les capacités nécessaires, les Français et les Allemands en particulier. Néanmoins, les années de rapprochement d'avant-guerre entre Berlin et Paris et Moscou ont renforcé la méfiance polonaise à l'égard des capitales allemandes et françaises, en particulier sur une question aussi sensible que la sécurité. Les politiques de Berlin et de Paris, au début de l'invasion de l'Ukraine, n'ont fait qu'accentuer cette méfiance. Varsovie craignait un scénario dans lequel, si c'était la Pologne que la Russie attaquait, la fourniture de pièces détachées pour les chars allemands ou les hélicoptères français par exemple, pourrait être sanctionnée par les intérêts français et allemands plutôt que par les intérêts polonais. Cela pourrait prendre la forme, par exemple, d'une imposition de la paix aux Polonais contre l'engrais. Des rapports faisant état de telles propositions aux Ukrainiens ont largement circulé dans les médias, en particulier au cours des premiers mois de la guerre. Un troisième acteur, la Corée du Sud, s'intègre parfaitement dans le puzzle. C'était l'alternative dont Varsovie avait besoin. Si les Américains peuvent avoir des intérêts de sécurité communs avec la Pologne, ils ne sont pas nécessairement intéressés par le transfert de technologies clés à la Pologne ou par la baisse du prix lorsque le client est désespérément désireux d'acheter le produit. Les Coréens, en revanche, ont saisi l'occasion pour faire une offre qui est non seulement souvent plus réalisable sur le plan économique, mais qui ouvre également de nouvelles perspectives à Varsovie. Les Coréens ne se contentent pas de proposer un transfert de technologie et la perspective de variantes polonaises du char K2PL, par exemple, mais il semble qu'ils souhaitent également établir avec les Polonais une tête de pont permanente de l'industrie militaire en Europe, qui pourrait, à terme, concurrencer les industries de l'armement allemandes et françaises. Outre la Pologne, il existe de nombreux clients potentiels, en particulier l'Ukraine, mais aussi, par exemple, la Roumanie, qui partage de nombreux intérêts, ou les États baltes. La Corée du Sud
est donc à la fois une monnaie d'échange pour la Pologne dans ses discussions avec les Américains et une alternative aux partenaires européens qui pourraient devenir ses concurrents. Ainsi, à court et moyen terme, l'armée polonaise doit être en mesure de défendre le pays contre la Russie ou, mieux encore, de dissuader Moscou de toute démarche agressive. L'objectif est également de remplacer les pertes d'équipements militaires que Varsovie a cédées en grande quantité à l'Ukraine. Néanmoins, une armée puissante pourrait fournir à la Pologne des bases de projets allant au-delà de l'objectif le plus élémentaire de défense de son indépendance. Certains y voient un premier pas vers la concrétisation de l'idée d'un intermarium, un bloc d'États d'Europe centrale et orientale, ayant des intérêts similaires et cherchant à contrebalancer la domination économique de Berlin et de Paris et la domination militaire de Moscou. L'idée n'est pas nouvelle, mais jusqu'à présent, Varsovie n'a pas grand-chose à offrir à ses partenaires potentiels, même s'ils auraient pu envisager une telle voie pour la région. Cette situation pourrait désormais changer. Le renforcement militaire de la Pologne va créer une armée qui pourrait même dépasser ses besoins. Par conséquent, Varsovie pourrait proposer d'étendre sa propre architecture de sécurité aux pays de la région qui recherchent la dissuasion contre des menaces similaires. L'objectif ultime serait de créer un bloc qui parlerait d'une seule voix en Europe et dans le monde. Il ne fait aucun doute que le partenaire le plus important de la Pologne dans un tel projet serait l'Ukraine de l'après-guerre, qui serait également une puissance militaire régionale à part entière. Les États baltes partagent également un intérêt similaire. La Roumanie et la Moldavie, libérées de l'influence russe, ne sont pas non plus à exclure. La Biélorussie serait également un élément clé en cas de chute du régime de Loukachenko. La Biélorussie est une autre raison de la nécessité de moderniser les forces armées polonaises. Les nouvelles concernant le groupe Wagner sont une chose, mais si le régime de Minsk s'effondre, l'instabilité pourrait s'étendre à la Pologne. Une guerre civile pourrait également éclater, et Varsovie voudrait soutenir l'un ou l'autre camp, très probablement en alliance avec l'Ukraine. Pour ce faire, il faut certainement disposer d'un stock militaire suffisamment important. Varsovie met déjà discrètement en œuvre des mesures décrites ci-dessus. La plus importante est bien sûr la coopération étroite avec l'Ukraine dans les domaines militaires, économiques et sociaux. Mais d'autres initiatives sont également en cours. Début juin, le président polonais Andrzej Duda a présenté à son homologue lituanien Gitanas Nausėda une proposition de déploiement de troupes polonaises en Lituanie. Le Lituanien a qualifié la proposition de très intéressante. Un contingent militaire polonais est déjà stationné dans la ville lettonne d'Adasie. La Pologne souhaite également soutenir la Moldavie, un pays constamment pénétré par l'influence russe. Chisinau a récemment reçu de Varsovie 6 avions chargés d'armes pour la police moldave. La Pologne veut donc devenir une entité qui n'est pas seulement bénéficiaire de la sécurité, mais aussi son donateur. Mais si une coopération suprarégionale sur les questions de sécurité entre Varsovie et les capitales régionales est envisageable, elle ne peut être maintenue à long terme sans un cadre économique basé sur le développement technologique. À cet égard, la domination de l'Allemagne est incontestable. Le PIB de la Pologne est nominalement 6 fois inférieur à celui de l'Allemagne. Étant donné que la création d'un bloc consolidé d'États à l'est de l'Oder n'est pas dans l'intérêt de Berlin, on peut supposer que les Allemands supprimeront toute tentative de consolidation. Et pour contrer cela, l'Allemagne dispose tout simplement d'une capacité financière bien supérieure à celle de Varsovie. Dans ce contexte, la question de la Corée du Sud est à nouveau pertinente. Lorsque l'on discute de la perspective de l'intermarium, l'argument économique est généralement la fin logique de la discussion. Le projet n'a tout simplement pas de base économique sans les Allemands. Pendant un certain temps, Varsovie a espéré que les Américains, sans regarder les Allemands, feraient une vague d'investissement dans la région qui assurerait le développement économique. Mais cela ne s'est jamais produit à l'échelle requise. Bien que la société américaine Intel ouvre en Pologne une usine d'assemblage et de test de semi-conducteurs d'une valeur de près de 5 milliards de dollars, l'usine Intel, plus importante et 4 fois plus coûteuse, sera très probablement construite près de la ville allemande de Magdebourg. Il en va de même pour le choix du site de Tesla pour sa Gigafactory. La Pologne a été envisagée, mais le choix final s'est porté sur Berlin. Avec de tels investissements, l'Allemagne peut toujours offrir aux investisseurs des subventions et des concessions plus importantes que la Pologne. Intel à Magdebourg, par exemple, attend jusqu'à 10 milliards de dollars de subventions de la part des Allemands. De son côté, la Corée, l'une des puissances économiques mondiales,
est en concurrence avec les fabricants allemands dans de nombreux domaines, tels que l'industrie automobile et l'industrie de l'armement. Séoul pourrait donc jouer le rôle d'une sorte d'accélérateur technologique pour le nouveau bloc, sans avoir à se tourner vers les Américains. La Corée et la Pologne ne coopèrent pas seulement dans le cadre d'un contrat militaire de plusieurs milliards de dollars. Le conglomérat coréen LG possède la plus grande usine de batteries d'Europe, près de Wrocław, tandis que la transformation énergétique de la Pologne doit inclure une centrale nucléaire construite en partenariat avec la société coréenne KHNP. Varsovie et Séoul discutent également d'une coopération dans le secteur automobile, notamment en ce qui concerne les voitures électriques. Le président de l'Agence polonaise pour l'investissement et le commerce, PAIH, Paweł Kotaz, a déclaré que 14 projets d'investissement d'une valeur de 3,9 milliards d'euros étaient actuellement en cours en coopération avec la Corée du Sud. S'ils se concrétisent, ces projets devraient permettre d'employer 5500 personnes. Cela conduit naturellement à des points de discorde dans le triangle Berlin-Varsovie-Séoul. Ceux-ci sont déjà visibles aujourd'hui, par exemple, sur le marché de l'énergie. Les Allemands poursuivent leur stratégie de sortie du nucléaire, tout en critiquant les projets polonais de construction de centrales nucléaires avec, entre autres, une participation coréenne. Il convient également de mentionner un différend entre la société américaine Westinghouse et la société coréenne KHNP concernant l'utilisation de la technologie nucléaire de Westinghouse. Les deux entreprises doivent construire des centrales nucléaires en Pologne. En résumé, la convergence d'intérêts trilatérale entre la Pologne, la Corée et les pays d'Europe centrale et orientale peut être décrite comme suit. La Pologne réforme et modernise ses forces armées en utilisant notamment la technologie coréenne. Elle étend ensuite un parapluie de sécurité de taille moyenne sur les pays de la région, probablement soutenu par l'armée ukrainienne aguerrie. Séoul fournit à la région des technologies et des investissements offrant une alternative à la position monopolistique de l'Allemagne dans la région. Pour les pays d'Europe centrale, dont la Pologne, l'objectif serait d'échapper au statut de sous-traitant dans la chaîne d'approvisionnement allemande et de briser le plafond de verre d'une position économiquement et technologiquement périphérique par rapport à l'Europe occidentale. Pour la Corée, l'impulsion évidente serait d'entrer massivement sur le marché européen et de fournir à son industrie une multitude de commandes pour des décennies. Tout cela se produit avec l'encouragement tacite des Américains, pour qui un fossé solide entre l'Allemagne et la Russie est un arrangement souhaitable. Certains diraient même que les États-Unis soutiennent de tels plans. Washington est en train d'établir le quartier général permanent du 5e corps de l'armée américaine en Pologne. Jusqu'à présent, l'Allemagne était le site de stationnement permanent américain le plus à l'est. Les États-Unis sont également le premier fournisseur d'armes de la Pologne, et 2 des 3 centrales nucléaires doivent être construites en coopération avec la société américaine Westinghouse. À cela s'ajoute l'usine Intel subventionnée et les investissements à hauteur d'1 milliard de dollars de Microsoft ou de Google. Le fait que l'ensemble des États de la région partagent une histoire commune et souvent des oppresseurs communs joue également un rôle déterminant dans la réussite du projet. Ce qui, une fois de plus, se traduit par une vision commune du monde. La consolidation de cette région est un phénomène quelque peu structurel et historique, comme l'a prouvé le projet séculaire du Commonwealth polono-lituanien. Cependant, le désir de faire revivre le colosse médiéval dans une nouvelle réalité ne peut être décrit que comme une utopie. Le scénario le plus probable est celui d'une coalition informelle d'États parlant d'une seule voix sur les questions de sécurité et les secteurs clés du développement. La coordination du bloc pourrait se faire par le biais de structures existantes telles que l'Initiative des Trois Mers, les Neuf de Bucarest ou le Triangle de Lublin. D'autre part, le groupe de Visegrad ne sera probablement pas pertinent et perdra de l'importance, étant donné que le gouvernement de Budapest est proche de Moscou. Il pourrait en être de même pour Bratislava, qui se rapproche de plus en plus de la Russie. En outre, l'admission de l'Ukraine dans les structures de l'OTAN pourrait renforcer les perspectives d'une telle initiative. Le nouveau bloc, quel que soit son nom, ne s'opposerait pas à l'Union européenne. Compte tenu du fort soutien de Bruxelles dans la région, il n'en est pas question. La modernisation sans précédent des forces armées polonaises est donc un événement aux multiples facettes. Au niveau le plus élémentaire, elle vise à contribuer à la défense du pays contre la menace réelle d'une agression de la part de la Fédération de Russie. Bien que Moscou soit en train de saigner en Ukraine, en cas de cessation des hostilités et de changement de la situation internationale, elle a la possibilité de reconstituer ses forces dans un avenir prévisible, continuant ainsi à représenter une menace pour la Pologne et la région. Au deuxième niveau,
Varsovie, en partenariat avec les Coréens, veut créer une base d'armement en Europe qui pourrait concurrencer les centres militaires français, allemands ou italiens. Elle se nourrirait de la demande croissante d'équipements militaires en Europe et dans le reste du monde, due à l'instabilité de la situation internationale. Toutefois, ses principaux clients seraient la Pologne et l'Ukraine. Enfin, la puissance militaire, l'industrie de l'armement et le savoir-faire technologique fourni par la coopération coréenne permettraient à la Pologne et à d'autres pays de la région de former un bloc d'États d'Europe centrale et orientale ayant des intentions similaires, remettant en question la position semi-périphérique de la région par rapport à l'Europe occidentale. Bien entendu, il ne s'agit pas d'affaiblir les liens avec l'Occident ou de rompre le traité de l'UE, mais de changer le statut de la relation pour passer de celui de partenaire junior à celui de partenaire égal. Bien sûr, il y a 1000 raisons pour lesquelles ce plan pourrait échouer, mais il semble que ce soit la stratégie que poursuit actuellement Varsovie.